Bonjour, donc je vais encore vous parler du réseau HTML, mais d'une façon bien différente aujourd'hui. Donc hier, bon, j'ai présenté les intérêts, bon après les intérêts scientifiques potentiels de ce réseau sur à la fois la connaissance des niveaux d'eau, mais aussi, bon, je vous ai dit qu'il y avait aussi l'intérêt d'avoir les températures de l'eau pour les mouvements des masses d'eau. Aujourd'hui, je vais plus parler d'un retour d'expérience donc un peu plus de 5 ans maintenant, parce qu'en fait, ce réseau, on a commencé à l'installer il y a 5 ans. Et pour dire un peu un peu les problèmes qu'on a eus, les améliorations qu'on fait, enfin, pour montrer que finalement, c'est pas aussi simple que ça de mettre en place ce réseau. Il y a les problèmes financiers, il y a les problèmes personnels, de personnel, les problèmes de maintenance, etc. Donc en fait, pour les auteurs, donc vous avez hier, bon, Didier Malarino, pour certains, vous l'avez vu hier, puisqu'il présentait la partie transmission des données, stockage et lien avec le réseau RefMark, puisqu'en fait, depuis 2 ans maintenant, les données sont sur le réseau RefMark, les données de niveau. Et Jean-Luc Fuda et Tati Misamo, qui sont présents aussi, sont eux les responsables techniques du réseau, puisqu'en fait, ils interviennent. L'un est en poste à Toulon, donc Tati Misamo, donc plus sur l'instrumentation vers Toulon, et Jean-Luc Fuda plus sur l'instrumentation autour de Marseille, puisqu'en fait, il est en poste sur Marseille, mais évidemment, à certains moments, c'est tout le monde qui est soit sur Toulon, soit sur Marseille quand il y a les travaux plus importants. Donc en fait, je vais vous présenter d'abord bon, la technique instrumentale un peu plus en détail qu'hier, avec les supports et les capteurs. Je vous parlerai ensuite du référencement du niveau et du suivi. Donc ça, c'est un travail qu'on essaie de faire justement avec les conseils du CHOM pour améliorer la qualité des données. Et je parlerai aussi des contraintes du milieu, durabilité des instruments, etc. En fait, ce qu'on découvre petit à petit au cours de quand le temps avance. Donc là, j'avais juste resitué, pour s'il y en a parmi vous qui n'étaient pas présents hier, le réseau, enfin le réseau tel qu'il était jusqu'à fin 2018, puisque actuellement on a installé et on continue à installer des instruments plus à l'ouest, dans les Bouches-du-Rhône. Donc en fait, actuellement, c'est 10 stations sur l'aire toulonnaise. Donc celles qui sont indiquées, bon, celles-là on n'a pas indiqué, mais en fait celles qui sont indiquées comme ça pour petite goutte bleue, en fait, sont ceux qui sont autonomes et munis d'un GSM. Tandis que Ifremer, bon, en fait, dans la zone de Brégaillon, celui-là, c'est notre capteur historique qu'on a pour l'instant laissé sans transmission GSM. Et celui-là, Tamaris, ben, dès qu'on aura le financement, on compte le passer en GSM, puisqu'il est sur un ponton pas très accessible. Donc en fait, le principe, donc j'en ai parlé rapidement hier. Alors le principe, c'est, bon, déjà on a un support ici, donc alors le support, après je le détaillerai un peu plus loin, c'est un tube en aluminium de diamètre à peu près 14 cm. On a une patte de fixation ici et on le fixe sur le quai. Donc en fait la longueur totale c'est à peu près 2 mètres. Donc en gros entre ici le capteur émergé, bon j'ai mis la flèche un peu bas, il est disposé presque en haut du capteur pour être toujours hors de l'eau. Et le capteur évidemment immergé, ben, le but c'est qu'il soit toujours dans l'eau. Alors il n'y a pas un fort marnage, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien adapté par exemple en Méditerranée, en tout cas dans notre zone. Bon c'est vrai que pour des zones de plus fort marnage, c'est pas forcément le système qui serait le plus adapté. Encore que, bon, de toute façon, après, il y a la possibilité d'avoir des câbles plus longs. Hein. On a le choix pour les longueurs de câbles. Là, c'est indiqué, je crois, câble de 2 mètres. On peut avoir des câbles de 10 ou 20 mètres. Donc, en fait, sur les caractéristiques des capteurs, bon, là, j'ai indiqué, par exemple, les capteurs, donc, celui qu'on met en haut, muni d'un GSM. Et ici, sur les derniers qu'on a mis immergés, avec des précisions. Alors les premiers, ils avaient une certaine précision. Là j'ai mis 2 séries différentes. Donc en fait, on essaye en fonction de l'évolution et des finances d'essayer d'améliorer la résolution. À la fois la résolution en pression pour les niveaux et à la fois la résolution en température. Parce que bon, si on peut avoir une meilleure résolution en température, c'est mieux. Encore que bon, de toute façon, comme je l'ai montré hier, pour nous, ce qui est important pour les températures, c'est de voir vraiment les mouvements de masse d'eau associés à des phénomènes comme les upwelling, downwelling ou autres, mais pas des phénomènes plus fins de circulation liés
au gradient de masse volumique dans la circulation thermohaline. Donc en fait, pour les mesures, alors ça aussi, alors les mesures, en fait, le système permet de faire des mesures. Alors on choisit la fréquence d'échantillonnage, ou la période d'échantillonnage. Donc on avait travaillé jusqu'à fin 2018 à 10 minutes. Donc là, on est passé à 2 minutes. Alors on a vu hier matin, par exemple, dans les présentations sur les alertes de tsunami ou autres, ou alors pour nous aussi qui étudions les sèches, par exemple, les oscillations portuaires. Bon, 10 minutes, ça fait un peu beaucoup, parce qu'en fait, souvent, on a des oscillations plus faibles. C'est intéressant aussi pour les plages qui sont exposées au vent d'essayer de voir les oscillations basse fréquence. Alors bon, on espère qu'avec 2 minutes, on va pouvoir voir s'il y a des oscillations à quelques minutes. Donc ça, c'est important aussi pour les problèmes de submersion, parce qu'en fait, il y a eu une présentation aussi, mais c'était avant-hier, et c'est vrai qu'on le voit, qui montrait que les ondes longues ont tendance, des fois, à jouer un rôle important dans les plages, par exemple. Quand on a une oscillation des ondes infragravitaires, eh bien, elle joue un rôle important dans la capacité des vagues à éroder le littoral, puisqu'elles arrivent plus haut sur le littoral. Donc en fait, un problème de ce système, c'est que la mesure est quand même ponctuelle. Ce n'est pas une moyenne sur 10 minutes ou une moyenne sur 2 minutes. Donc il faut espérer que le plan d'eau n'est pas trop agité. S'il y a des oscillations haute fréquence, alors les plus hautes fréquences, on va dire, c'est pas très gênant, parce que si elles sont vraiment en surface, elles n'affectent pas trop une profondeur à 50 cm. Par contre, s'il y a des oscillations plus basse fréquence, celles-là, des vagues par exemple, elles peuvent donc amener une certaine incertitude dans les mesures. Donc en fait, les instruments, ils sont placés dans un tube en PVC qu'on glisse dans le tube en aluminium. Et donc là, j'ai juste représenté la partie, disons, la partie basse. On voit une coupe ici, enfin on voit la partie immergée, donc le tube vu de dessous. Et en fait, ce tube-là, il est amovible, donc ça j'en reparlerai tout à l'heure. Pourquoi? Parce que pour la maintenance, eh bien, ça permet de récupérer le tube PVC sans toucher au support qui est installé sur les quais. Donc pour la mesure, eh bien, comme je vous ai dit, en fait, on mesure, on a accès au niveau d'eau, ou à la hauteur d'eau plutôt, en calculant la différence de pression, en utilisant la différence de pression qui est donnée par le capteur immergé et par le capteur émergé. Alors en fait, la différence de pression, on néglige la partie aérienne, qui est de l'ordre du mètre, qui est faible. Alors on pourrait toujours aussi l'intégrer. Bon, ça on n'a pas encore. On peut améliorer l'expression de la hauteur d'eau en prenant en compte cette hauteur-là. Pour la différence de hauteur, bien, ça fait intervenir la masse volumique de l'eau, bien sûr. Alors, pour l'instant, on a juste pris une salinité de 35 avec une température de 19, en s'assurant que quand la température change ou quand la salinité change, ça ne modifie pas trop les résultats. Donc, on a vu que l'erreur est d'environ de l'ordre du millimètre. Donc là, je vous ai représenté, en fait, ici, pour une salinité de 35, alors ça, c'est plutôt l'océan que la Méditerranée. En Méditerranée, on a plus. Mais bon, comme on se trouve dans des ports où quand il y a des épisodes pluvieux, il y a peut-être de l'eau en surface qui est un peu dessalée, on a choisi cette valeur pour l'instant, mais de toute façon, les données, on peut les retraiter, puisqu'en fait, on garde toujours évidemment les mesures initiales que sont les pressions dans l'eau et dans l'air. Et donc, on voit des variations. Bon, si on calcule des variations entre 1022 et 1028, on arrive à une erreur de 2%. S'il y a 50 cm d'immersion, ça fait à peu près 1 mm. Et là, c'est la variation du même ordre de grandeur en termes de densité, de la salinité. Donc, et là, on s'est mis une température à 19. Donc, en fait, pour l'instant, on peut améliorer ce qu'on fait en utilisant donc la loi d'état, en fait, qui donne la masse volumique en fonction de la température, mais on n'a pas l'information sur la salinité. Alors, en fait, ce qui se passe sur les capteurs que je vous ai montrés, en fait, actuellement, on est en train de tester sur 2 stations, donc dans l'étang de Berre, parce que l'étang de Berre, des fois, c'est plus dessalé en surface, des capteurs qui sont munis d'un capteur de salinité. Donc là, on va voir, sachant qu'on a déjà des problèmes, je vais en parler un peu de salissure des capteurs. Bon, ajouter un capteur, alors finalement, les capteurs piezo ne sont pas trop sensibles à ça. Par contre, les capteurs de conductivité,
On va voir, on va tester ça et on va voir si dans le temps, il faut beaucoup les nettoyer souvent, enfin, etc. Ça, on va le voir. Mais ça permettrait évidemment, si on a à la fois la température et la salinité, d'avoir l'expression exacte ou presque de la densité et donc d'avoir une relation entre la différence de pression mesurée et la hauteur d'eau déduite qui soit le moins entaché possible d'erreur. Donc là, je vous ai parlé de mesure, finalement, on mesure une hauteur, mais une hauteur qui n'est pas absolue. Donc il y avait encore, pardon, j'ai encore quelque chose à dire sur les mesures. Donc sur les deux systèmes, c'est-à-dire je vous ai dit qu'il y avait deux appareils qui mesuraient encore sans transmission GSM. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vient de temps en temps avec l'ordinateur, on récupère les données. En fait, on n'a même pas besoin d'arrêter, on récupère, ça continue à mesurer et c'est reparti pour. Alors si on est à 10 minutes, c'est 66 jours avec les capacités, la batterie et la capacité mémoire qui sont dans le capteur émergé. Là, on est passé à 2 minutes, donc en gros, on divise par 5 les capacités mémoire et sans doute aussi batterie. Bon, là, on a l'exemple sur un des appareils qu'on avait testé l'an dernier. Bon, la batterie a tenu 1 an. Donc après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, alors le GSM, alors là, j'ai montré des exemples. Donc ça, c'est sur le site de HLMNet où on voit en direct les mesures des 30 à 60 derniers jours. Et des fois, il y a des trous dans les mesures. Alors pourquoi il y a des trous dans les mesures? Ben, ça peut être tout simplement comme il y a un GSM, parfois en été, les réseaux téléphoniques qui saturent ou le téléphone qui passe pas bien. Et du coup, il y a des trous. Alors soit, bon, ben, c'est pas très... Enfin, de toute façon, on n'a pas le temps de faire le tour des instruments. Mais si vraiment, par exemple, on voit qu'il y a des trous à un moment où il y a eu un épisode météorologique qui soit exceptionnel, on peut très bien après aller sur site. Disons que si on travaille, quand on travaille à 10 minutes, ça nous permettait de récupérer les 66 derniers jours. En travaillant en 2 minutes, on peut quand même récupérer, puisqu'ils sont stockés en même temps, les 12 derniers jours. Donc c'est une... Bon. Pour l'aspect recherche, je vais dire, c'est intéressant parce que ça nous permet quand même d'avoir la série de données, même s'il y a eu un problème à la transmission. Alors le problème, ça peut être avec le GSM, des fois ça nous est arrivé, ça peut être aussi le serveur qui tombe enfin, qui a des problèmes pendant quelques jours, ça arrive. Donc voilà, c'est une solution de repli qui est quand même intéressante d'un point de vue de la recherche. Donc ça peut, alors des fois ça peut aussi ne pas marcher. Alors, des fois on retrouve, alors, vous voyez on va dire que des instruments comme ça, ben c'est pratique pour amarrer les bateaux, c'est pratique pour les pêcheurs aussi, parce que c'est dans des zones qui ne sont pas sécurisées. Bon, pour l'instant on n'a pas trop eu de, enfin, on n'a pas eu de vandalisme. On a eu des fois retrouver l'appareil bon, les capots qui avaient été ouverts, mais bon, pour l'instant ça n'a pas été. Disons qu'on essaye de pas trop attirer l'œil non plus avec ce type d'appareillage. Mais bon, après ça dépend des endroits. Donc comme je le disais, pour l'instant, donc je vous avais dit qu'on mesurait des hauteurs relatives. Et pour avoir des niveaux d'eau absolus, bon, avec une référence absolue, donc il faut faire du nivellement. Et donc ça, on a bénéficié de l'aide du CHOM, qui sont déjà venus chez nous donc, en novembre 2017 et qui vont venir cette année. Donc en faisant comme on le voit ici, en mettant des points de référence. Ici, donc avec des mesures radar donc, qui ont été faites pour comparer les données. Donc ça, c'est le radar, c'est un des radars qui vous sont présentés dans la salle à côté sur les radars, donc c'est le radar portable pour les mesures de niveau d'eau. Et donc on s'est aussi muni, alors je dois l'avoir représenté ici, donc on la voit peut-être pas très bien. Il y a la sonde lumineuse. Donc en fait, de façon régulière maintenant, chaque fois qu'on fait une intervention, ou même plus souvent, ou quand on fait un nettoyage des stations, on mesure à la sonde lumineuse le niveau d'eau. Donc là, il y a des échelles de marée dans 2 des stations. En fait, ces échelles de marée ont été disposées par les
c'était par la ville de Hyères, en fait, c'est les stations qui sont sur la ville de Hyères, parce qu'ils sont évidemment très intéressés à avoir les données. Bon, il y avait déjà une échelle pour une des stations, ils en ont ajouté une autre pour une autre station. Donc ça fait une façon de plus finalement de revérifier ou de recalibrer les données. Bon, nous, pour ce qu'on vous a présenté hier, bon, on utilise quand même aussi beaucoup pour recaler nos données. On a la chance d'avoir le bar graphe de Toulon, du CHOM, ça nous aide aussi bien pour recaler nos données. Et donc finalement, l'autre avantage aussi d'avoir une série de mesures, c'est finalement d'intercorréler toutes ces mesures, voir s'il n'y a pas de, s'il y a pas de soucis. Et quand il y a des soucis, essayer de comprendre pourquoi il y a eu des soucis. Donc voilà, donc là c'est l'exemple par exemple d'une journée où on passe sur une station, on mesure le tirant d'air avec la sonde lumineuse, donc on a le tirant d'air, on a le tirant d'eau bon, avec le système de capteur de pression, évidemment. Ce qu'on doit vérifier, c'est que tirant d'eau plus tirant d'air égale constant dans le temps. Et ça, on essaye de faire des mesures pour l'instant tous les 2 mois. Bon là, je pense que d'ici 6 mois, on aura un retour d'expérience qui sera suffisamment long pour voir la fiabilité de la méthode. Donc après, bon, évidemment, les appareils sont en milieu fortement corrosif. Donc là, bon, je vous ai montré ici. Donc là, c'est la station capteur matraque de Gien, donc après quelques mois. Bon, il y a juste un peu quelques petits coquillages dessus. Bon, celui-là, on l'avait laissé un peu sans s'en occuper, on va dire. Un capteur laser et voilà, après quelques années, quand on le ressort. Alors, ce qui est quand même enfin, étonnant, enfin, en tout cas qui est une bonne chose, c'est que finalement les capteurs de pression continuent à bien, les capteurs piezo continuent à bien marcher, capteurs de température aussi, il n'y a pas vraiment de dérive constatée. Bon, par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la corrosion qui a fait qu'on a quand même changé 5 capteurs cette année, parce qu'en fait, c'était peut-être même pas le problème, c'était un défaut du capteur, parce qu'en fait, c'est une étiquette où il y avait les caractéristiques du capteur qui avaient tendance à accélérer la corrosion. Donc, on a eu des discussions avec la société Keller pour ça. Et les nouveaux capteurs qu'on a mis, ils ont plutôt gravé les caractéristiques, non pas mettre cette étiquette. On verra si c'est mieux. Donc pour le tube, là vous avez donc ça vous voyez le tube PVC avec ici le chapeau qui permet de laisser passer les ondes pour la transmission téléphonique. Donc là vous l'avez, donc vous voyez ça c'est la partie haute qui arrive ici c'est le câble et la partie basse qui est ici. Donc on les enlève de temps en temps. Alors évidemment qui dit manipulation dit peut-être problème aussi de niveau. Là j'en reviens au niveau. Donc en fait, ce qu'on a fait, bon, ça c'est les choses qui ont évolué sur les 5 ans, c'est qu'actuellement, le tube support en PVC est muni de... Alors vous voyez ici, il y a une bague pour le PVC. Le tube support en alu est muni de pattes. Et donc on vient embuter pour à chaque fois qu'on le remet, être sûr qu'on remet le tube exactement à la même profondeur. Et pareil pour le capteur ici aussi est mis à une position, on fait en sorte que quand on le remet, il est affleurant, est exactement à la même position. Donc ça, c'est aussi pour faire en sorte d'essayer d'améliorer au mieux l'exactitude des mesures. Donc voilà, là, donc cette présentation ce matin, c'était plus sur un retour d'expérience, hein, finalement ce qu'on rencontre comme problème et amélioration qu'on essaye de faire. Donc à la fois, en résumé, sur le système de mesure, donc ils sont quand même au millimètre, on l'a vu hier, parce qu'on arrive à déceler des sèches de quelques millimètres, on arrive à avoir des différences de niveau entre stations de quelques millimètres à centimètres. Donc c'est quand même bien intéressant. Donc ensuite, les données de température, bon, on a essayé aussi d'améliorer la précision, bon, sachant que de temps en temps, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a une sonde de température et on refait des calibrations de température de temps en temps aussi, pour les dérives, puisque si vous regardez sur le site, alors des fois c'est vrai que vous avez des températures très différentes entre les différentes stations,
notamment par Mistral en été. Mais le plus souvent, bon, les températures sont assez voisines. Et à 1 degré près, on va dire que les appareils donnent à peu près les bonnes valeurs. Ouais. Donc les référencements des mesures, hein, je vous l'ai dit, donc c'est un nivellement qui est en cours avec le shop, qu'on remercie encore. Et ça permet d'améliorer le système, et pour nous, ça nous permet aussi de faire des progrès dans notre travail. Donc pour la durabilité, bon, ben, il faut nettoyer, donc c'est vrai qu'il y a de la manutention assez régulière. Puis actuellement, on est en train de voir, donc pour tout ce qui est corrosion, eh bien, finalement, on découvre au cours du temps. Hein. Là, ça fait 5 ans, donc on a déjà vu un certain nombre de choses. Là, la plus grosse évolution, c'est qu'on est passé de 10 minutes à 2 minutes. Donc on va voir si, d'un point de vue, que ce soit pour la récupération des données, pour le traitement des données ou pour la durée de l'autonomie des batteries, etc., voir ce que ça va changer. Donc ça, d'ici 1 an, je pense qu'on en saura un peu plus là-dessus. Voilà, je vous remercie. Est-ce que tu peux nous donner déjà le coût d'un système donc capteur de pression, température, donc sans le capteur de salinité, mais avec la transmission? Oui, l'ordre de grandeur, c'est entre 4 000 et 5 000 euros. Tout compris, le support, le capteur immergé et le capteur émergé avec oui, hors taxe, oui, entre 4 et 5 000 euros. Bonjour, Stéphane Garcia de l'IGN. D'abord, je vous remercie pour cette présentation. J'avais une question par rapport à toutes ces données qu'on voit sur le type de capteur, les données mesurées et les informations de maintenance. Donc tout ça, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, des métadonnées sur les capteurs. Est-ce que actuellement vous les enregistrez quelque part, et comment vous enregistrez ces données-là? Toutes les données? Les métadonnées, on va dire, sur les capteurs, comme le type de capteur, les besoins de maintenance. Alors là, justement, on a établi, mais là aussi, les discussions avec qu'on avait eues avec Nicolas Pouvreau il y a 2 ans nous avaient bien aidé, parce qu'en fait, on a fait des fiches, comme les fiches pour les marégraphes. Et nous, en interne, on a un suivi. Donc, c'est messieurs Missamou et Fuda qui s'en occupent. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une intervention, tout est noté. Parce que justement, on le fait, ça, de façon de noter depuis le début. Ça nous a bien servi d'ailleurs, puisqu'à une station, à un moment, on trouve un décalage de quelques centimètres, par exemple, des niveaux. Et en fait, en regardant ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu une opération de maintenance, et visiblement, à l'époque, le système de calage n'était pas le même dans la structure, et donc on a vu qu'il y a eu le capteur qui n'avait pas été remis exactement au même endroit, par exemple. Bon, après, pour les données, alors les données, en fait, elles sont dans le cadre de REFMAR, les données de niveau apparaissent sur REFMAR. Par contre, les données de température, non, pour l'instant, elles sont stockées au niveau de l'observatoire d'Ozupiteas. Et en fait, sous peu, il y a actuellement, ça peut-être Didier Malarino pourrait vous répondre mieux que moi. En fait, il en a parlé hier après-midi dans l'atelier. En fait, actuellement, il y a un gros système de base de données qui sera muni d'un DOI qui est en cours à l'Ozupiteas pour l'ensemble des données d'observation récoltées. Et pour l'instant, juste, c'est quel format les fiches de métadonnées? Voilà, au jour d'aujourd'hui, effectivement, la partie métadonnées n'est pas intégrée dans la base de données qu'on a en place et qui montre via le site web. Par contre, dans le système général, on va implémenter ça sous une forme plus propre. Pour l'instant, effectivement, c'est de la fiche Excel, quoi. Je voulais vous poser une question à propos de l'étalonnage en fait, des capteurs de pression. Donc, est-ce que vous négligez toutes les dérives, ou alors est-ce que vous réalisez des calibrations régulières de ces capteurs de pression? Alors, il y a des calibrations, alors régulières, non, mais il y a des calibrations qui ont été faites, oui, en laboratoire, en fait. Parce que, bon, on bénéficiait aussi des locaux, enfin, certains d'entre nous, au MIO, travaillent sur la base de Brégaillon et Ifremer. Et ils ont des bacs avec des conditions de salinité et de température qui sont bien maîtrisées, et donc ça permet de faire les calibrations. Donc, les calibrations, oui, ont été faites.
C'était pas pour les premiers capteurs. Bon, ça a été fait pour les premiers capteurs au bout d'un an ou 2 ans, voir s'il n'y avait pas eu de dérive justement. Bonjour, Pascal Ledu du Chaume. Au niveau du moins datation, vous faites des contrôles, du moins vous avez constaté une dérive sur ces capteurs et comment vous la corrigez et comment vous les envoyez justement à REFMAR, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un contrôle à ce niveau-là? Non, parce qu'en fait, ce qui est envoyé dans REFMAR, c'est les données en continu, en léger décalé, c'est-à-dire les données brutes. Parce que nous, après, le traitement, on le fait pour l'instant a posteriori. Et quand vous contrôlez vos capteurs... Alors, quand on contrôle, là, pour l'instant, le contrôle, c'est vrai que bon, on a pas mal utilisé les données du marégraphe du CHOM pour justement vérifier la qualité de nos données. Bon, maintenant, quand il y a des dérives, bon, il y en a un par exemple qui a une dérive à un moment, donc on le sait parce qu'en fait c'est le capteur qui a glissé petit à petit dans le tube. Donc ça, c'était au début, donc ça a été une erreur, mais bon, après, quand on le sait, bon, c'est vrai qu'on peut corriger cette dérive. Par contre, après, les dérives finalement, les capteurs, les dérives, bon, là, il faut on est en train justement en ce moment de vraiment tout analyser ces 5 premières années, capteur par capteur. Pour l'instant, il n'y a pas eu de dérive vraiment notable au niveau des capteurs. Hein. Finalement, ils sont assez stables dans le temps. Oui, dans le temps, c'est-à-dire au niveau datation, c'est-à-dire en fait... Sur plusieurs années, oui. Bon, on ne voit pas par exemple un niveau qui augmente pour un capteur. Alors c'est vrai que l'avantage aussi d'avoir tout cet ensemble de réseaux, c'est qu'on peut faire des intercomparaisons avec les appareils. Bon, comme on a vu hier, il y a quand même des différences de niveau qui apparaissent dans des conditions climatiques particulières, hein, Fort Vent d'Est ou Fort Mistral, puisqu'en fait on couvre une région qui est à peu près de 40 km de large entre, on va dire, l'ouest de Toulon et l'île de Port-Cros. Donc ça veut dire quand même aussi que quand il y a des conditions de temps calme, bon, la marée, on a vu que la marée de toute façon elle est stationnaire entre guillemets, hein, elle ne progresse pas à ce niveau-là, donc on n'a pas de déphasage de marée non plus. Et donc on essaye justement de superposer les différentes données et voir s'il n'y a pas eu de problème de dérive à un des appareils. Oui, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur de la dérive d'un capteur de pression sur 5 ans là? Vous avez des ordres de grandeur? Je vous la donnerai, j'espère. Alors pour l'instant, non, parce qu'en fait, c'est quelques centimètres à savoir si c'est la dérive du capteur ou est-ce que c'est aussi tout simplement quand il y a eu des opérations de maintenance, quand il y a eu des petites erreurs. Donc ça, il faut que... On n'a pas encore fait en détail, il faut que c'est quelque chose... En fait, on arrive à un moment du réseau là où justement on se pose un peu et on essaye justement d'utiliser ces 5 années de données pour faire le point et pour vraiment voir tout ce qui marche bien et ce qui mérite de l'attention, soit pour des corrections, soit pour trouver d'autres solutions pour le système.